Alors, je voudrais appeler maintenant le docteur Marie-Noëlle Vacheron et le docteur Romain Dugravier. Marie-Noëlle Vacheron est psychiatre, chef du pôle du CICO à l'hôpital Sainte-Anne. Et le docteur Romain Dugravier est pédopsychiatre, centre de psychopathologie périnatale. Ils vont nous parler alternativement, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas parler en même temps, prévention et coordination des soins dédiés aux futurs parents présentant un trouble bipolaire. Madame Vacheron, je vous en prie, vous avez la parole. Voilà. Merci beaucoup de votre accueil. Donc, déjà, pour commencer, on va vous raconter une histoire. Là, déjà, jeudi était la journée mondiale du trouble bipolaire. Aujourd'hui, c'est la grande réunion de l'association Argos. Et il y a aussi, c'est pour montrer donc que nous allons de la population générale à une population un peu plus spécifique. Et puis, comme c'est une histoire, il faut savoir que quand on prend en charge quelqu'un, il y a les pourcentages dans la population générale, les pourcentages dans un groupe de patients, et puis il y a l'histoire individuelle. Et aujourd'hui, moi, j'ai le plaisir de fêter l'anniversaire de Docteur de Gravier. Voilà, c'est l'histoire individuelle. Voilà, donc oui, oui. C'est pour vous montrer un petit peu à quel point on est liés pour pouvoir vous parler de ce sujet-là, qui nous tient à cœur depuis très longtemps. Alors déjà, donc, nous avons beaucoup travaillé sur la coordination, mais aussi sur ouais, voilà. Sur la prévention et la coordination depuis longtemps, car le soin ne peut se concevoir que dans une prévention la plus adaptée possible. Et pour nous, la prévention, pour moi qui suis psychiatre d'adulte, ça commence déjà dès les premières relations amoureuses. Et c'est vrai qu'on a du mal à en parler à nos jeunes patients. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui est très délicat à aborder. Et on sait que le trouble bipolaire, ça touche le sujet jeune, comme d'autres pathologies psychiatriques chroniques, et qu'il est très important de pouvoir avoir suffisamment confiance avec nos patients pour pouvoir aborder ce sujet. Donc ça nous confronte à notre propre pudeur en fonction de l'âge. Alors quand on est un peu plus âgé, c'est bien plus facile contrairement à ce qu'on pense. Pourquoi? Parce qu'il y a l'écart d'âge, justement. Et puis donc, dans le soin, on ne peut pas uniquement se centrer sur les traitements, sur la maladie. Il faut aussi prendre toutes les dimensions affectives et relationnelles des personnes que l'on rencontre. Alors, la maladie, finalement, qu'est-ce que ça change dans les relations amoureuses? Comment cela affecte le couple quand l'un des deux est atteint d'une maladie psychique ou mentale? Et où se place la maladie, finalement, dans ce trouble? Car c'est vrai qu'on on l'imagine pas suffisamment, ça. Ah, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, quand on a un trouble bipolaire, c'est quelquefois on a des difficultés à gérer les relations amoureuses, à identifier, à exprimer ses propres émotions. On a des difficultés à exprimer ses propres désirs, parfois à comprendre le fonctionnement de son corps. Et puis, on a peu d'informations sur le consentement, la prévention des risques et aussi certains facteurs qui peuvent affecter la fertilité, car on sait que cette fertilité, elle est un peu moins importante que dans la population générale, du fait du tabagisme, du fait des addictions qui sont souvent comorbides, de l'obésité qui est liée parfois à tous les traitements qu'on donne, du syndrome métabolique et de la iatrogénie de certains traitements qui entraînent des augmentations de certaines molécules comme de certaines hormones comme la prolactine. Il y a aussi le fait que beaucoup de jeunes ou beaucoup de patients s'auto-stigmatisent et n'osent pas rentrer dans une relation construite du fait de leurs troubles. Il y a beaucoup de préjugés de la part de l'entourage et de la société. Et puis, il y a aussi des difficultés dans la divulgation du trouble aux conjoints et à la société et aux professionnels quand on va, par exemple, rencontrer un obstétricien. Et puis, il y a aussi, pour des jeunes, une difficulté à exprimer leurs souhaits autour de la sexualité et autour de la parentalité. Alors, quand on rencontre ces jeunes femmes, même ces jeunes parents, on a souvent plusieurs questions. Donc là, c'est un petit peu un bouquet de questions. C'est dois-je arrêter mon traitement? Mon enfant sera-t-il bipolaire? On en a beaucoup parlé. Quels sont les effets du trouble sur le postpartum? Quels sont les effets du trouble sur la grossesse? Puis-je allaiter? Ça revient aussi beaucoup. Et puis-je avoir un bébé? Donc comme si nous, on avait la force ou le droit de donner une autorisation pour avoir un bébé. Mais je crois que ce que tu évoques, c'est très important parce que la question des préjugés, ça a déjà été évoqué depuis le début de la matinée. Et c'est particulièrement vrai en période périnatale, pendant la grossesse, et que quand quelqu'un ose dire dans les différents lieux de soins qu'il est bipolaire,
Sa crainte première, c'est comment ensuite je vais être regardé, comment je vais être considéré. Est-ce qu'on va pouvoir me considérer comme tout un chacun ou est-ce que je vais être considéré à travers mon trouble? Et ça, c'est le premier point qui mobilise et qui nous motive à construire des dispositifs. Et deuxième que tu évoques là, qui est important, c'est que aussi quand on a une bipolarité, comme tu viens de le dire là, il y a plusieurs points importants. C'est est-ce que je peux continuer à prendre mon traitement ou pas, avec la crainte de faire du mal à mon enfant. Des gens que nous rencontrons en anténatal ou antéconceptionnel, leur premier souhait, c'est de pouvoir arrêter leurs médicaments dans le souci de protéger leur enfant et de lui faire du bien. Et la deuxième question qui vient, comme tu l'as évoqué aussi, c'est est-ce que ma bipolarité est un risque pour mon enfant? Est-ce que je risque de transmettre la maladie? Et le troisième sujet qu'on entend tout le temps, c'est après ces deux questions-là, est-ce que je risque d'aller moins bien pendant cette période-là? Donc les gens que nous rencontrons, qui viennent anticiper, viennent avec ces trois formulations, ces trois préoccupations qui mobilisent toute leur énergie autour du projet d'enfant. Alors, vivre en couple et devenir parent sont des étapes désirées que l'on espère vivre dans la sérénité, y compris chez les personnes atteintes de troubles bipolaires. Ça fait partie de la vie. Et donc, il y a un double enjeu de la grossesse du postpartum. Par rapport à la grossesse, on sait que le risque de récidive des épisodes d'humeur en fait est plus élevé dans la période du postpartum. Et puis il y a une double contrainte, c'est préserver le fœtus et la santé du futur bébé, des risques tératogènes et développementaux et des risques liés à la pathologie en soi. Et chez la mère, c'est maintenir la stabilité. Et chez le couple, c'est maintenir la stabilité du couple aussi. Donc en fait, à chaque fois que nous rencontrons des patients qui ont un trouble bipolaire et qui sont en âge de procréer, il est indispensable pour les psychiatres d'envisager la possibilité d'une grossesse et non pas de se dire ça sera pour plus tard. Et là, c'est quelque chose qui change dans nos pratiques, c'est qu'en général, on ne voulait pas penser à ça en se disant il faut d'abord stabiliser le trouble. Mais le trouble bipolaire, c'est une maladie qui va durer un petit temps. Et donc, dans le choix des molécules, c'est important de penser à une éventuelle grossesse. Voilà. Donc, déjà, la parentalité et le trouble bipolaire, c'est fréquent, puisqu'on sait que la prévalence, c'est Odile qui nous l'a rappelé, elle est entre 3 et 5 %. On sait aussi qu'il y a 50 à 70 % des rechutes en postpartum, et le risque relatif est important, donc beaucoup plus important dans les premiers jours qui suivent un accouchement, puisqu'il est de 23,3 par rapport à la population générale de J1 à J30 en postpartum. Ce risque, il est plus faible dans la population générale que dans la population générale à partir de J30 à J60. Donc, dès les premiers jours, en fait, on peut avoir des premiers symptômes, et vous en avez parlé tout à l'heure, qui sont très mal repérés en maternité, et surtout qu'en maternité, on reste très peu de temps. Donc, ça peut être des troubles du sommeil, qu'on va attribuer à des hormones et à la rencontre du bébé. Ça peut être autre chose, mais souvent, ce n'est pas repéré par les équipes de maternité. Et ce qui est très important, c'est que ce message qu'on vous fait passer là, c'est un message qu'on doit faire passer à tous, parce qu'aujourd'hui, le niveau de connaissance n'est pas suffisant dans les maternités et même chez les psychiatres. J'ai un exemple de cette semaine, une femme qui s'est dite bipolaire dès le début de sa grossesse dans une grande maternité parisienne, qui avait arrêté son traitement, qui n'avait plus de psychiatre, et il n'y a pas eu de démarche pendant toute la période de la grossesse pour réinstaurer un suivi et réévaluer la nécessité d'un traitement ou pas. Et ça, c'est faute de connaissance. Donc après coup, on est venu pour réexpliquer toutes ces notions-là sur le risque majeur de rechute quand on a un trouble bipolaire en période postnatale et le risque est particulièrement augmenté quand en plus on a arrêté un traitement. Alors en fait, là, on a un pourcentage qui vient des études et qui rejoint parfaitement ce que vous nous avez présenté tout à l'heure. C'est que 26,9 % des mères bipolaires sont réadmises l'année qui suit la naissance. Donc c'est quand même important. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment tous ensemble en fait militer et travailler pour faire de la meilleure prévention possible. Le diagnostic antérieur de trouble bipolaire, c'est évidemment le plus fort prédicteur de réadmission. Alors, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en cause pour cette déstabilisation. Il y a les facteurs génétiques, bien sûr, les modifications hormonales, bien sûr, l'absence de sommeil, puis aussi l'alimentation fréquente, les soins constants au bébé qui sont vraiment très fatigants, très exigeants pour une jeune maman. Donc, en général, mais encore plus quand on est un peu fragile et qu'on a besoin de dormir. On connaît certains facteurs de risque qu'il est important de connaître. C'est les troubles bipolaires de type 2. Pourquoi? Parce qu'ils sont moins bien repérés. L'apparition précoce du trouble
c'est-à-dire donc très jeune, donc à l'adolescence, plusieurs rechutes dans l'année, ça veut dire que la maladie n'est pas stabilisée, la maladie de diagnostic récent, parce qu'on ne sait pas comment elle va évoluer, comment elle va répondre à son traitement, et puis évidemment les épisodes postnataux antérieurs. Alors le célibat, l'absence de support à la femme jeune, c'est ce qu'on voit aussi dans les dépressions du postpartum, ce sont évidemment des facteurs de stress. Le traitement inadapté et arrêté pendant la grossesse, les nombreuses hospitalisations et puis surtout l'arrêt brutal du traitement en moins de 15 jours pendant la grossesse. Donc en fait, souvent, on reçoit des patientes à la psycho dont on va vous parler qui ont vu leur psychiatre qui leur disent arrêtez tout de suite votre traitement et allez voir quelqu'un. Donc ça, c'est un énorme risque. Donc quand on a par exemple du lithium, c'est vrai qu'on dit qu'il ne faut pas le donner pendant les 3 premiers mois et en général, les femmes vont l'arrêter brutalement parce que les psychiatres ont peur et vont nous adresser les patientes qui ont arrêté brutalement leur traitement. Et ça, c'est un facteur de risque. On peut passer à la suivante. Donc, il y a des principes généraux qui sont maintenant bien connus dans les guidelines, dans les différentes études. C'est que ce conseil préconceptionnel doit faire partie intégrante de la prise en charge d'un trouble bipolaire. La gestion péripartum, elle est difficile et elle nécessite de mettre en place, donc ce qu'on a dit, les risques associés à l'utilisation des médicaments et les effets potentiellement délétères du trouble non traité sur le fœtus et l'enfant. La formulation d'un traitement personnalisé qui nécessite une connaissance des facteurs actuels, le type d'épisode, la gravité des symptômes, les comorbidités psychiatriques, les problèmes de sécurité pour la mère et pour l'enfant, et historique avec toute l'histoire en fait antérieure du trouble. Donc, la réponse aux médicaments, à la psychothérapie, les effets sur les événements reproductifs, y compris la grossesse et la période du postpartum. Une surveillance étroite est essentielle pour détecter et gérer précocement les épisodes de troubles bipolaires, les troubles de l'humeur, et puis les évaluations de sécurité et de routine qui sont nécessaires pour identifier les femmes qui risquent de se faire du mal ou de faire du mal au nouveau-né. Je ne veux pas plomber votre journée aujourd'hui, mais il faut savoir que le suicide est la première cause de mortalité périnatale dans l'année qui suit un accouchement. Ce n'est plus les hémorragies de la délivrance. Donc le suicide, on a les moyens de prévenir, et donc c'est un des moyens de prévenir, c'est quand on a déjà quelqu'un qui a un trouble repéré, c'est de mettre toutes les chances du côté de cette femme pour que tout se passe bien. Voilà. Alors évidemment, il y a toute cette frange en fait de femmes qui vont déclarer leurs troubles au moment de la grossesse ou du postpartum. Et là aussi, si on arrive à sensibiliser les équipes de maternité, les généralistes, les sages-femmes et puis les psychiatres adultes que c'est une période à risque avec un risque de déclenchement des troubles, on a aussi, on a aussi toute la sécurité à apporter à ces femmes. Et donc, le message très important qui est véhiculé à travers cette diapositive, c'est le fait que avoir un trouble bipolaire nécessite un accompagnement de meilleure qualité que la population générale et un accompagnement psychiatrique qui soit aussi plus intensif et de meilleure qualité qu'en période usuelle. Ça demande de rapprocher les rendez-vous et de mieux spécifier la prise en charge. Donc ça c'est un peu c'est très important comme message, parce que c'est aujourd'hui un peu en contradiction avec la réalité du terrain, où ce qu'on observe, c'est que pendant la période périnatale, les gens sont moins bien suivis sur le plan psychiatrique et sont moins bien suivis sur le plan du suivi de la grossesse que la population générale. Alors là, je vais laisser le docteur Dugravier en parler parce que c'est lui qui a beaucoup travaillé pour les 1000 premiers jours. Cette diapo-là, ce qu'on essaie de présenter avec cette diapo, d'abord, au-delà de la question de la bipolarité, il y a un certain nombre de chiffres qui viennent confirmer le fait que... Parce que souvent, le rapport à la santé mentale, on parle de la stigmatisation, le rapport à la santé mentale, c'est souvent l'idée des professionnels que ce sont les usagers, les patients eux-mêmes, qui sont résistants aux soins. Or, il y a un certain nombre de travaux qui montrent que les femmes qui se disent en souffrance psychique en période périnatale, l'enquête nationale périnatale dit la même chose que ces données-là qui sont plus anciennes, que les femmes qui se reconnaissent comme étant en souffrance psychique ne trouvent pas les professionnels de santé mentale. Que donc elles ont fait une demande d'aide et qu'elles n'ont pas trouvé de réponse dans l'accompagnement du parcours. Vous voyez, seulement un quart des femmes en souffrance psychique rencontrent un professionnel de santé mentale en période périnatale. Sachant que les femmes qui se disent en souffrance psychique, ça correspond à 12-14% de femmes qui s'identifient comme ayant besoin d'un accompagnement. Et juste, je vais reprendre quelques éléments là qui sont importants aussi, c'est que euh, ce qui peut nous expliquer ça, c'est les obstacles qui existent sur tous les plans. C'est-à-dire que c'est ce qu'on discutait avec Odile Amiot juste avant.
Les psychiatres d'adultes sont quand même plutôt formés pour travailler avec le patient, le sujet, et sont moins à l'aise pour aller interroger le système, la famille, la parentalité. Et donc, il est possible pour certains psychiatres adultes qu'ils aient cette réticence à rentrer dans cette démarche-là. Les pédopsychiatres eux-mêmes, qui ont l'habitude de travailler avec les enfants, sont souvent moins à l'aise pour aller questionner la santé psychique des adultes qui sont les parents de leurs patients. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a des clivages qui sont déjà en place, qui fragilisent le parcours de soins. Et l'autre point très important, c'est que la plupart des psychiatres d'adultes ne connaissent pas les enjeux de la période périnatale. Aujourd'hui, il y a une filière en psychiatrie périnatale qui se structure. C'est important parce que c'était trop dissocié. C'était trop du point de vue de l'adulte ou du point de vue de l'enfant. Et il manquait cet accompagnement-là. Et la plupart des psychiatres d'adultes ne connaissent pas l'organisation de la période périnatale, comment fonctionne la maternité, comment fonctionne le réseau ville-hôpital, et donc se retrouvent un peu démunis. Et quand on regarde de l'autre côté, de l'autre point de vue, quand on considère les maternités et les sages-femmes qui sont en libéral, ils sont aujourd'hui encore assez en difficulté avec les questions de santé mentale. Les dépressions du postpartum sont un sujet qui sont très abordés. Dès qu'on sort de la dépression du postpartum, qu'on parle bipolarité, schizophrénie, troubles schizoaffectifs, les professionnels de première ligne sont très mal à l'aise. Ils ne savent pas très bien comment s'adresser à cette population, comme s'il fallait s'adresser différemment aux personnes qui ont des troubles de santé mentale qu'à la population générale. Et en plus de ça, comme ils n'ont pas été assez bien formés, ils se sentent très insécurisés et ils ne savent pas comment utiliser le système au mieux. C'est ce qu'on essaie de proposer, nous, avec notre dispositif qu'on va vous expliquer. Donc, le message là qui est très important, c'est que l'accès aux soins actuellement est insuffisant en période périnatale quand on a un trouble de santé mentale. Donc, on va vous présenter maintenant un des moyens en fait de répondre à cette fragilité et à comment sécuriser un petit peu un parcours pour les femmes ou les pères, les couples qui sont atteints d'un trouble psychique et en particulier donc du trouble bipolaire. C'est parti Là, on vient de vous présenter les données de la littérature qui viennent illustrer le défaut d'accompagnement actuel, mais c'est parti d'une préoccupation clinique. Avant même avant même que j'arrive, Marie-Noëlle Vacheron, qui donc est psychiatre d'adultes, et Anne-Sophie Mille, qui est une pédopsychiatre, sont partis de constats différents avec une préoccupation commune. Si je me souviens bien ce que vous aviez pu présenter, les psychiatres d'adultes se préoccupaient de recevoir des gens très tardivement qui avaient un trouble de santé psychique et qui étaient enceintes et que ce parcours n'avait pas été accompagné. Donc le sentiment d'être toujours fonctionner dans l'urgence, de toujours prendre des décisions à l'emporte-pièce parce qu'on était pris par des urgences différentes, qui étaient la question de la santé psychique et de l'accompagnement de la fin de la grossesse. Quand la pédopsychiatre Anne-Sophie Mintz, elle disait, moi j'ai du mal à amorcer le soin. J'arrive après la naissance, et les gens qui ont une personne qui est bipolaire se demandent ce que vient faire un pédopsychiatre et pourquoi il se penche sur son bébé, qui évidemment n'a pas de trouble à la naissance. C'est ce que moi j'ai connu aussi dans ma pratique. Mon début de pratique, c'était d'être en maternité sur sollicitation des obstétriciens. Et je rentrais dans une chambre avec une femme qu'on connaissait pour avoir un trouble psychiatrique. Et elle me disait, mais que vient faire un pédopsychiatre dans ma chambre? Pourquoi est-ce qu'on me considère à travers mon trouble? Pourquoi est-ce que parce que je suis schizophrène ou bipolaire, il faut que je voie un pédopsychiatre? Et je reconnais que c'était assez inconfortable comme position, surtout que dans les maternités, souvent le discours c'était, bon, pour nous elle est sortante, on sait qu'elle a un trouble psychiatrique, tu nous dis si elle a le droit de sortir ou pas avec son bébé. Et c'est ce que la dame avait en tête en plus. Donc vous imaginez se rencontrer comme ça, essayer de construire une alliance pour penser un accompagnement, alors que j'étais une sorte d'arbitre pour décider ou pas d'une sortie. Et donc je vous dis, ça me déstabilisait. Ce que j'ai appris avec Marie-Noëlle Vacheron, et ce que j'ai appris en travaillant dans la psycho, c'est que par rapport à ce message de femmes qui me disaient pourquoi je dois être considérée tout le temps à travers mon trouble, pourquoi est-ce que je dois être finalement stigmatisée, c'était que, ce à quoi je ne savais pas répondre, c'est que je crois que pour être considéré comme tout un chacun et avoir toutes les chances de mener sa grossesse et sa parentalité au mieux, il faut offrir plus de chances qu'à la population générale. C'est vraiment le message de la psycho, c'est qu'on aide les personnes à utiliser le mieux possible le système qui n'est pas construit correctement pour l'ensemble de la population générale. D'ailleurs, on va y revenir, mais la période périnatale est une période d'incertitude et de discontinuité. Alors, psycho, ça veut dire consultation d'information et de conseils et d'orientation. Voilà. Donc, elle a été pensée comme une consultation bifocale, c'est-à-dire un psychiatre et un pédopsychiatre côte à côte, qui rencontrent
la femme et le couple et qui interroge comment cet enfant s'inscrit dans le projet de la famille et qui aide à trouver des solutions ou des propositions pour organiser le parcours, pour donner toutes les chances à tout le monde, au bébé, aux parents. Donc, le premier temps, c'était en 2011, 2012, 2013. Tout début, c'était une initiative finalement très individuelle, un psychiatre et un psychiatre d'adulte qui se préoccupaient de ça. Et puis est arrivé, enfin, on a construit le service de psychiatrie périnatale, qui est le CPPB déjà évoqué. Et là, on a commencé à proposer que plusieurs psychiatres et plusieurs pédopsychiatres se lancent dans ce projet. Ce qui a été pour nous très important, parce que ça a permis de créer une culture commune de travail. On était des binômes qui alternaient, on a beaucoup fait ça ensemble, mais je l'ai fait avec d'autres psychiatres d'adultes et réciproquement. Et donc, on a construit une sorte de base de connaissances partagées à travers ces consultations régulières auprès de personnes qu'on rencontrait qui avaient un projet d'enfant, qu'elles soient enceintes ou même avant le fait d'être enceinte, dans un projet préconceptionnel. Donc ça, c'est 2012-2013 jusqu'en 2021. Et à partir de 2021, grâce à l'ARS et des financements successifs, on a développé ce qui était une consultation en un dispositif. Initialement, la consultation était pensée comme un temps unique, une consultation d'expertise qui faisait des recommandations. À partir de 2021, on a associé une infirmière qui est devenue une coordinatrice de parcours. Cette infirmière, après nos recommandations posées pendant la consultation, gardait contact avec la famille et voyait si nos recommandations aboutissaient et tenaient la route pour la famille. On va mieux expliquer ensuite en quoi consistaient les recommandations. Et puis, l'étape dans laquelle nous sommes aujourd'hui, donc 2011-2021, une consultation d'expertise, 2021-2024, une consultation d'expertise avec une infirmière coordinatrice qui aide la famille à se repérer dans le système. Et à partir de 2024, un parcours de soins accompagné pour que les personnes soient le mieux encadrées possible sur les ressources et l'offre de soins minimale. Alors, dans l'équipe, en fait, donc, on a une équipe plus riche avec des temps pour la psycho, mais aussi nos temps cliniques qui sont habituels. Moi, je suis psychiatre d'adulte. Mon temps majeur, c'est au CMP et à l'hôpital. Les pédopsychiatres, ils ont une activité clinique plus la consultation d'expertise. La psychomotricienne qui intervient, elle va avoir un temps pour la psycho, mais aussi un temps chez en psychiatrie adulte. L'infirmière de coordination, elle est à temps plein sur la psycho, mais auparavant, elle a été en CMP adulte et auparavant aussi, elle a été en unité de jour de psychiatrie périnatale. Et puis, nous avons également psychomotricienne, cadre, assistante sociale qui vient d'arriver, qui fait les liens, et une sage-femme. Et ça, c'est une nouveauté, une sage-femme de coordination qui fait le lien avec toutes les autres sages-femmes. Et on est en train de s'étoffer davantage avec plus de psychiatres, les psychologues qu'on doit recruter. Donc, en fait, on essaye progressivement de s'étoffer pour avoir des parcours de soins individualisés autour des couples que l'on rencontre. En tout cas, c'est très important qu'on garde une activité clinique habituelle pour qu'on n'ait pas cette position uniquement d'expert, de juge, et en fait qui nous déracinerait complètement du soin. On a également, donc l'objectif, c'est d'arriver à fluidifier les parcours, d'avoir une acculturation et un partenariat avec les maternités, la médecine de ville, les autres psychiatres et autres. On essaye aussi de monter un échange de pratiques et de connaissances avec la maternité de Colombes, avec le biais de RCP. Vous savez, on échange sur les cas difficiles et ça nous enrichit tous. Et en plus, on peut voir des pratiques différentes. Donc, on a un dispositif très ancré sur la pratique, puisque c'est notre cœur de métier. Et puis, donc, l'objectif, c'est d'apporter un suivi pré- et post-natal autour de cette consultation psycho où on rencontre les couples en parallèle d'un suivi habituel. Donc, les objectifs, ça c'est pour Romain, parce que c'est sa diapo. C'est martelé depuis le début de la journée. Le premier objectif, c'est de lutter contre les préjugés. Les préjugés des sujets que nous rencontrons, qui peuvent s'auto-déprécier, mais aussi les préjugés des différents professionnels qu'ils vont rencontrer sur leur cheminement. Donc, c'est lutter contre la stigmatisation. Donc, ça, c'est le premier objectif de cette consultation d'expertise. Le deuxième, c'est lutter contre la discontinuité. C'est ce que j'essaie d'expliquer depuis tout à l'heure, c'est que la période périnatale est un facteur majeur de discontinuité qu'on peut identifier à travers différents domaines. La période périnatale, il y a l'anté et le postnatal. Ça, c'est la discontinuité potentielle de la temporalité.
on est très accompagné en période de grossesse par une équipe de maternité. Puis après, il faut retourner vers d'autres dispositifs, que ce soit la PMI, les sages-femmes libérales, le gynécologue, le pédiatre. Et souvent, ce que vivent les usagers, c'est le sentiment que tout ce qu'ils avaient pu réussir à construire comme partenariat doit être entièrement repris à zéro avec d'autres professionnels après la naissance et que ça fait une perte d'information et puis une perte de confiance. Le deuxième facteur de discontinuité, c'est qu'aujourd'hui, notre système de soins est organisé autour de la maternité, ce qui est important. Tout le monde passe par la maternité. Mais il est encore difficile de faire que ce lien entre la maternité et la ville soit cohérent. Et c'est ce que vivent aussi les usagers. Ils se plaignent beaucoup d'avoir le sentiment d'avoir livré énormément d'éléments aux professionnels de la maternité et que la transition est difficile. C'est pour ça que ce que disait Marie-Noëlle, c'est que notre objectif, nous, c'est que tous nos professionnels aient cette double connaissance, la connaissance de comment fonctionne un service de maternité et les services d'aval de psychiatrie et de pédopsychiatrie pour favoriser cette circulation et permettre ce passage. J'ai trop connu, moi, des interventions ponctuelles en maternité où on proposait d'aller vers du soin plus spécialisé et les personnes, comme ils n'avaient pas identifié en quoi ça consistait et qu'ils allaient devoir changer d'équipe, ben, renoncer, se décourager à aller vers le soin. Le troisième facteur de discontinuité, c'est comment se parler ensemble, comment parler avec les familles, mais comment se parler aussi entre professionnels. Et il faut reconnaître qu'une sage-femme, une psychologue, un pédopsychiatre, un psychiatre, parfois, ils n'ont pas du tout le même registre de langage et que c'est un facteur d'incompréhension. Et c'est là que nous, cette consultation d'expertise, elle a été construite avec un modèle qui était le modèle de la théorie de l'attachement qu'on reprend ici. La théorie de l'attachement, c'est comment penser la sécurité affective de l'enfant. La sécurité affective de l'enfant, elle dépend aussi de la sécurité affective des parents. Et c'est une théorie complexe, d'apparence simple mais complexe, mais qui a le mérite de focaliser autour de la question de la responsabilité parentale, de l'engagement parental et de comment on peut le structurer entre professionnels. Juste la question de l'acculturation des professionnels, c'est important ça, parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure. Aujourd'hui, les connaissances sont inégales. Il est important de diffuser certains éléments de données scientifiques. Ce que tu as évoqué sur la RCP, c'est comment, entre tous les professionnels de parentalité, s'aider à accompagner le mieux possible les situations les plus complexes. C'est ça qu'on essaie de structurer aujourd'hui. Donc le regard bifocal, on l'a déjà dit, mais on revient dessus. Nous défendons, la psychiatrie périnatale, elle se développe aujourd'hui en France. Depuis 5 à 10 ans, il y a des unités qui se développent un peu partout. Les modèles ne sont pas toujours les mêmes. Nous sommes tous les deux très militants pour un modèle bifocal qui défende le point de vue d'un psychiatre, le point de vue d'un pédopsychiatre. Moi, mon travail, c'est le soin conjoint. Je m'occupe d'aider les bébés et les parents à avoir la relation la plus harmonieuse possible. Pour ça, j'ai besoin d'un psychiatre d'adulte qui se préoccupe de la santé mentale des adultes qui viennent consulter chez moi. Et le fait que je travaille avec Marie-Noëlle Vacheron, c'est pour moi une garantie, c'est une sécurité. Je peux travailler librement parce que je sais qu'elle est très attentive à l'équilibre psychique des personnes qui viennent dans mon service. Et réciproquement. Vous avez vu comme c'est naturel. Voilà. On défend beaucoup le fait que nous, on se sécurise aussi par le travail conjoint de la psychiatrie et de la pédopsychiatrie. En fait, ce qui se passe, c'est que dans la plupart des consultations anticonceptionnelles, on parle beaucoup du traitement. Le traitement, c'est essentiel. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a parlé du traitement dans nos consultations anticonceptionnelles, on peut voir qu'il y a beaucoup d'autres interrogations que les femmes vont peut-être pas oser poser aux sages-femmes ou à leur psychiatre référent. Et donc, c'est un petit peu ça qu'on essaye de proposer aussi à ces couples, aux femmes ou aux pères d'ailleurs, parce qu'on a aussi des pères qui sont atteints de troubles bipolaires qui viennent nous voir. Parce que c'est essentiel de pouvoir essayer de comprendre un petit peu comment ils pensent un accompagnement d'un bébé. Comment ça va se passer. Voilà. Et ça, c'est déjà aussi préparer une nidation quelque part ou un accueil en fait du bébé à venir. Donc, nos objectifs, c'est aider à l'anticipation de l'arrivée de l'enfant, identifier les situations à haut risque pour alerter les partenaires, surtout que maintenant, vous vous inscrivez en maternité à 3 mois, mais vous allez avoir votre premier rendez-vous en maternité souvent beaucoup plus tard et vous êtes suivi en libéral. Donc, la maternité, quand elle va rencontrer la personne, c'est quelquefois 1 mois et demi avant l'accouchement. Mettre en place un suivi multidisciplinaire en réseau,
orienter vers une maternité qui a l'habitude des grossesses à risque. Donc nous, on conseille donc une maternité qui a un psychiatre de liaison et qui a également un pédiatre qui peut accueillir l'enfant dont la maman a pris des traitements, parce qu'il y a un sevrage des traitements pour le bébé, donc qui doit être considéré par le pédiatre. Donc on informe l'équipe obstétricale et pédiatrique des antécédents et du traitement. On oriente vers un service de psychiatrie périnatale dès l'anténatal pour favoriser la continuité des soins. On propose des groupes d'aide à la parentalité, des groupes de pairs, des groupes de psychoéducation. On propose une prise en charge psychomotricienne parce que c'est vrai que le corps change et souvent c'est pas facile d'habiter ce nouveau corps. Donc il y a plein de choses qui bougent. Et puis on propose aussi, quand c'est nécessaire, une rencontre avec l'assistante sociale, car qui dit grossesse dit beaucoup de démarches à faire au niveau des inscriptions, au niveau de la mairie et puis à d'autres niveaux. Et Donc, on appuie toujours avec le service de psychiatrie ou avec le psychiatre référent du patient. donc entendez bien, c'est très ambitieux. Ce qu'on souhaite, c'est qu'une personne qui a identifié comment il y a un trouble psychique soit mieux suivie par son psychiatre, qu'elle puisse rencontrer le psychiatre de la maternité qui va être son porte-parole et qui va aider au parcours de la grossesse et à la période périnatale, et de mettre en place un service de psychiatrie périnatale en anténatale. Donc ça fait trois professionnels différents, entités différentes qui doivent accompagner la santé psychique de l'ensemble de la famille. Donc voilà un petit peu les objectifs donc en schéma de tout ce qu'on va traiter au cours d'une consultation psycho qui dure à peu près 1 heure et demie à 2 heures. Donc c'est assez long, où on reçoit d'abord la personne qui a atteinte d'un trouble psychique pour savoir aussi la connaissance qu'elle a de son trouble, des éléments biographiques, qu'est-ce qu'elle a dit aussi à son conjoint et de quelle manière. Donc, et ensuite, on reçoit le couple ensemble pour le projet de naissance. Voilà. Mais ça, c'est très important de recevoir d'abord la personne qui a un trouble psychique pour savoir un petit peu comment on va parler du trouble avec le couple. Voilà. Donc, on ne va pas tous les citer, mais voilà ce qu'on propose en fait. Et donc, évidemment, le traitement médicamenteux, il a sa place parce qu'on va faire des préconisations en fonction de ce qu'a la personne qui vient nous voir. Et puis, dans les cas difficiles, on s'aide du service de pharmacovigilance le plus proche, soit l'HEGP, soit le CRAT. Vous savez, le CRAT, c'est un super site qui est ouvert aux professionnels et à toute personne qui prend n'importe quel type de traitement pour vérifier donc les compatibilités de ce traitement-là avec la grossesse et l'allaitement. C'est une consultation très riche parce que ça permet justement de discuter ensemble et de réfléchir à des sujets finalement qui sont essentiels. Est-ce que je vais allaiter ou pas? Est-ce que ce traitement est compatible avec l'allaitement? S'il n'est pas compatible, est-ce que je renonce à l'allaitement ou est-ce que je préfère changer de traitement? Et aussi, dans ma famille, dans mon couple, comment on comprend ma difficulté? Comment on comprend mon trouble? Est-ce que mon compagnon, que je connais depuis 3 ans, est-ce qu'il m'a déjà vu dans une période où j'allais pas bien? Est-ce que je suis capable de lui montrer ça ou est-ce que j'ai peur qu'il ait conscience des moments où, d'un épisode maniaque, par exemple? Donc, dans cette consultation d'1 heure et demie, avec la personne seule, on a le temps d'explorer tout le rapport que cette personne a avec son trouble psychique, comment c'est partagé dans la famille, donc comment elle peut aussi s'appuyer en confiance sur son entourage. Donc ce sont des moments, moi je trouve, qui sont, j'allais dire, émouvants, en tout cas qui sont très intenses, ces consultations-là. Donc, on peut tourner. Donc, alors, la sage-femme, pour nous, c'est essentiel. Déjà, donc, elle a pu faire le mariage entre deux cultures, aux temporalités et aux objectifs différents. Alors, c'est la seule. Nous, on fait partie d'un grand groupe hospitalier qui est le GHU, groupe hospitalier universitaire. Et donc, notre sage-femme, c'est la première. Donc, ils ne savaient pas trop comment l'inscrire dans les grilles de salaire. Donc, on a beaucoup milité. Donc, son rôle, c'était de pratiquer un entretien prénatal précoce si nécessaire, d'animer des groupes pré- et post-nataux, de faire le soutien à l'allaitement. Et puis, elle travaille également dans l'unité de jour, parents-bébés en psychiatrie périnatale. Et puis, elle a son rôle de coordination dans les staffs de parentalité, dans les maternités, avec les intervenants de première ligne, avec les sages-femmes libérales et avec la PMI. Et puis, donc, on essaye aussi, grâce à elle, de collaborer davantage avec les obstétriciens au cours de staff psycho ou de consultations conjointes. Oui, c'est ce qu'on disait à l'instant sur le fait que il y a vraiment une question de langage partagé. Notre système, il a été construit à partir de la psychiatrie et de la pédopsychiatrie avec une infirmière de psychiatrie qui était très à l'aise pour faire le lien avec les CMP, avec les psychiatres libéraux et favoriser le partage d'informations. Par contre, quand cette même infirmière ou nous-mêmes,
quand on s'adressait aux maternités, on voyait bien qu'il y avait des choses qui ne circulaient pas suffisamment. La sage-femme, elle vient incarner le projet périnatal au sein du service de psychiatrie. Et je pense que c'est en ça qu'elle est très importante aussi. Symboliquement, elle joue ce rôle de passeur, de facilitatrice entre les services de psychiatrie et les services de maternité. Donc en fait, là, vous voyez, la première partie, c'est la psycho. Donc il va y avoir la préparation de la consultation par l'infirmière qui va proposer un entretien téléphonique où elle va avoir les premiers éléments biographiques, les antécédents majeurs. Elle va demander aussi éventuellement à récupérer les comptes rendus si nécessaire. Elle va créer le dossier avec la secrétaire et puis elle va envoyer une petite fiche au médecin adresseur. En général, ce sont des psychiatres où là, il y a un petit questionnaire pour savoir exactement l'histoire des troubles. Le vécu aussi du psychiatre, est-ce qu'il pense que c'est le bon moment pour la grossesse ou voilà, donc ça, on le demande. Et aussi l'histoire des traitements, est-ce que lui pense que c'est risqué éventuellement de changer les molécules? Donc ça, c'est ce qu'on pose au psychiatre référent. Et puis, on envoie également un courrier à la femme pour savoir si elle nous autorise à transmettre une lettre de liaison donc à son généraliste, à son obstétricien, à sa psychiatre. Donc, en fait, le compte-rendu détaillé est remis au médecin qui a adressé, mais qu'au médecin qui a adressé. Et ensuite, on a une lettre de liaison qui est remise au couple et qui va être remise aussi donc aux, aux, aux différents correspondants que la femme nous a orientés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne laisse jamais un compte-rendu détaillé dans un dossier obstétrical. Pourquoi? Parce que ce compte-rendu, il touche des choses très intimes et il n'est pas question de laisser traîner des choses intimes sur un service qui va prendre de façon très transitoire une femme qui va accoucher. Donc, on essaye de préserver au maximum l'histoire en fait de la femme. Mais par contre, les correspondants, c'est-à-dire les différents traitements, ça c'est important, et les correspondants en cas de besoin, qui sont le psychiatre libéral, l'infirmière, la psycho et tout, ça c'est essentiel pour la femme qui va accoucher. Donc, on reçoit cette consultation donc en binôme, vous l'avez compris, et puis après, donc, on explique comment ça va se passer, et après, on va proposer des choses. Alors évidemment, on reçoit des femmes qui sont soit sur notre territoire, donc là, c'est très facile de proposer des choses qui sont sur notre territoire, soit on va recevoir des femmes qui sont d'un territoire un peu plus éloigné en banlieue, et on va essayer de trouver en fait les références sur le territoire d'où elles dépendent. Et on a même des femmes qui viennent de province. Là, l'autre jour, on a reçu une femme qui venait des Alpes-Maritimes. Et donc, notre travail aussi, c'est d'essayer de trouver tous les intervenants qui vont pouvoir l'aider dans son projet de grossesse sur place. Et notre infirmière de coordination, elle va appeler. Elle va aussi se mettre en rapport avec ces personnes pour savoir comment aider au mieux dans ce projet de grossesse. Donc, on ne lâche pas une personne qu'on a vue à la psycho. Au départ, c'était une consultation unique. Maintenant, on se rend compte qu'il ne faut pas lâcher parce que c'est un projet qui prend du temps. Voilà. Donc, en prénatal, quand on est là, donc on peut proposer donc, la psychomotricienne, la sage-femme, l'infirmière de coordination, le psychiatre, le psychologue, l'assistant social, et des groupes de parole, des groupes de psychoéducation et les démarches sociales. Et on fait ce lien. Ensuite, il y a l'accouchement, grand moment. En général, quand on a prévu tout ça en amont, on arrive aussi à ce que la femme, elle puisse rester un peu plus longtemps que ces horribles 3 jours pour rester dans les unités, ce qu'on appelle les unités kangourous. Unité kangourou, ou unité, c'est une unité où on prend en charge la mère et l'enfant sur au maximum 15 jours. Donc, pour pouvoir évaluer un petit peu la qualité du sommeil de la femme, la reprise d'un traitement qui a été éventuellement arrêté juste avant, l'adaptation des doses, parce que quelquefois, votre traitement que vous allez prendre en cours de grossesse, donc il va être parfois modifié, parfois pas modifié, mais augmenté en fait, et il va falloir rebaisser les doses en postpartum. Pourquoi? Parce que les concentrations ne sont pas les mêmes. Donc on fait attention à tout ça, et donc cette unité, kangourou, elle va aussi permettre de surveiller bien ce bébé et de voir ses premiers moments mère-enfant en fait, et l'entourage. Donc ça, on milite un petit peu pour ça, donc cet accouchement. Ensuite, on fait le lien avec le psychiatre qui est référent, le médecin traitant, la maternité. On essaye de récupérer le compte-rendu. Pourquoi? Parce que quelquefois, la femme, elle a eu d'autres problèmes pendant l'accouchement qui ne sont pas des problèmes psychiatriques, mais elle a eu parfois une hypertension, un diabète. Tout ça, c'est intéressant pour nous de savoir si c'est en lien avec tout ce qu'on a préconisé ou pas, si c'est en lien aussi avec les conséquences somatiques de la grossesse, en lien avec les traitements. Donc, on essaye de réfléchir à tout ça. Et puis, donc, la sage-femme, elle va proposer un abord somatique sur la rééducation, vous savez, la diététique, l'allaitement et puis la sexualité, parce que c'est vrai que cette sexualité, elle a été un peu différente.
quelquefois un peu malmenées pendant toute la durée de la grossesse. Et quelquefois, les femmes, elles arrivent avec beaucoup de questions en postpartum sur cette sexualité. Donc, il faut pouvoir avoir des réponses. Et puis, donc, ce qu'on propose aussi, donc on aimerait bien que Odile vienne travailler avec nous pour la thérapie multifamiliale. Voilà. Donc, si vous arrivez à la convaincre, n'hésitez pas, on est preneur. Et donc, on propose des groupes de parole, des groupes à la vie sociale. Et puis, les troubles bipolaires, ils sont souvent associés à des addictions. C'est vrai, il ne faut pas le nier. Et donc, on essaie de travailler au mieux avec les services d'addictologie pour aider ces femmes. La grossesse, le projet d'enfant, c'est un formidable levier pour ces femmes qui sont déjà dans un parcours de rétablissement. Sinon, elles ne viendraient pas nous voir. Une femme qui a décidé de venir à la psycho, c'est une femme qui connaît son trouble, qui connaît ses limites et qui vient nous voir pour de l'aide. Et donc, elle est déjà en processus de rétablissement. Voilà, même s'il y a des fragilités. Et donc, il faut l'aider dans ce processus. Et la grossesse est un formidable levier pour que la femme, elle s'inscrive encore plus, ou le père s'inscrive encore plus dans les soins et elle s'appuie encore plus sur l'entourage. Donc, c'est vraiment ce qu'on préconise. Et puis, quelquefois, ces couples ou ces femmes ne vont pas bien en postpartum, malgré tout le soin qu'on a pu apporter. Ça arrive. Et donc, on va, nous, s'accrocher à orienter sur des soins spécifiques un peu plus intenses en fonction de ce que la femme présente. Ça, c'est très important parce que le premier message de cette consultation, c'est d'aider les personnes à s'inscrire dans le système de soins usuel. Pouvoir faire la préparation à la naissance, l'entretien prénatal, aller à la maternité suffisamment tôt, faire tous les examens que fait tout le monde. Ça, c'est la base. Mais ensuite, on propose une offre supplémentaire minimale pour tous, c'est-à-dire que si elle n'a pas réussi à bénéficier au mieux de préparation à la naissance, elle aura notre sage-femme qui va l'aider dans ce cadre-là. Et puis, ce que tu évoques aussi, c'est que comme on est très en amont, on présente tout le système, tout ce qui existe, la PMI, les TISF, la psychiatrie prénatale, et on aide les gens à choisir ce qui va leur correspondre. Pendant longtemps, avoir un trouble de santé mentale, c'était vivre dans l'urgence des injonctions thérapeutiques ou des injonctions d'orientation qui étaient vécues comme des sortes même pas d'alternatives, des ultimatums. Là, notre système, c'est permettre aux familles de mieux connaître le système pour s'en saisir et l'anticiper. Et ça permet de proposer d'aller dans un service comme le mien, avec des consultations d'accompagnement de la parentalité, mais aussi éventuellement, si c'est trop débordant dans les premiers temps, de bénéficier d'un hôpital de jour qui permet d'accueillir le bébé et les parents, parfois d'aller en unité temps plein d'hospitalisation parent-bébé, mais dans un projet qui est concerté avec la famille et qui correspond à ce qui va les sécuriser sur le plan affectif. Voilà, donc ça, c'est notre équipe. Donc, voilà, donc qui est assez diversifiée. On aimerait beaucoup travailler avec une médiatrice de santé père. Pourquoi? Parce que le savoir expérientiel, c'est capital. Les mots ne sont pas les mêmes. Et de pouvoir partager quelque chose. Oui, je vous regarde, mais vous êtes à bitume, mais on peut faire quelque chose. Parce qu'en fait, c'est hyper important. Nous, on a un médiateur de santé père dans notre service adulte et qui nous aide énormément, qui aide énormément nos patients adultes. Et c'est vrai qu'on aurait quelqu'un qui est un petit peu concerné par la parentalité, on serait ravis. Voilà. Et puis, on peut encore tourner. Voilà. Et donc, quand vous voulez nous joindre pour avoir une consultation, donc c'est semelle ou alors appelez directement Sylvie Cassagne, qui est notre infirmière coordinatrice, pour prendre contact. Et à ce moment-là, donc on se lance dans une proposition de consultation avec tout ce qu'on a vu avec vous. On a surtout des consultations en présentiel, mais on peut aussi avoir des consultations en distanciel quand vous êtes loin. Donc ça, c'est tout à fait possible. Surtout que maintenant, ça devient, depuis la période Covid, on a appris à faire ces consultations-là en distanciel. Mais en tout cas, on peut proposer. Nous, on est très heureux de faire cette consultation parce qu'on a vraiment vu une évolution d'abord dans nos pratiques en général. Dans les pratiques avec les sages-femmes, moi maintenant, je fais des cours aux sages-femmes, vous voyez. Et donc, jamais, il y a 20 ans, j'aurais fait des cours aux sages-femmes pour prévenir les risques. Et puis, on a un véritable plaisir à faire évoluer ce dispositif en fonction de ce que les familles nous apportent. Voilà. Vous voyez, toute notre évolution, c'est à partir de ce qu'on a observé avec les familles, avec les couples, et c'est hyper intéressant. Avant, il n'y avait que l'unité mère-bébé, il y avait des signalements d'informations préoccupantes, c'était très douloureux pour tout le monde, et maintenant, on essaye vraiment de travailler au mieux pour que le projet d'enfant soit le plus proche des difficultés du couple que l'on rencontre. Voilà, nous vous remercions pour votre attention.
Est-ce qu'il y a des questions? Voilà, vous avez, tenez, tac, et ça doit être fait. Bonjour, voilà, je m'appelle Nour, je suis bipolaire cyclotimique. Euh, il m'est arrivé en fait quelque chose récemment, je ne sais pas si vous pourrez répondre à la question, mais j'ai entamé en fait des démarches, donc c'est l'étape d'avant, mais pour des conservations d'ovocytes. Et j'ai réussi à avoir un rendez-vous dans un hôpital. C'était en septembre. J'ai été honnête. Je lui ai dit que j'étais bipolaire, que je prenais du lithium et du théralite et du lamictal. Et donc, du coup, il y a peut-être 3 semaines, j'ai un deuxième rendez-vous et normalement, je devais ressortir avec l'ordonnance pour commencer. Et à ce moment-là, j'étais en arrêt parce que je recommençais à avoir une phase un peu hypomaniaque. Et du coup, elle me pose la question. Donc, moi, je lui dis normalement que voilà, j'étais en arrêt pour stabiliser, que je me sentais mieux et tout. Euh, et là, en fait, elle me regarde. Si elle aurait pu, elle aurait reculé de 10 mètres, en fait. Et elle commence à m'expliquer, oui, en France, ça fait pas si longtemps que ça que on fait le prélèvement d'ovocytes, qu'on n'a pas le recul nécessaire, que en théorie, le lithium n'a pas d'impact sur les ovocytes, euh, mais que voilà, elle n'était pas sûre. Et en fait, moi, je la regarde, je lui dis, mais je vous l'ai dit, en septembre, j'ai fait preuve d'honnêteté. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit maintenant? Je veux dire, il y a toute une préparation mentale quand même à cette procédure. Elle me dit non, mais c'est pour ça qu'on fait plusieurs rendez-vous, parce qu'il y a plein d'informations. Elle me ressort le rendez-vous notre premier rendez-vous de septembre. Décembre, on a eu aussi une personne qui nous a expliqué toute la procédure. Donc, j'étais au courant de tout ça. Donc, pour moi, c'est pas normal ce qui s'est passé. Et voilà, donc j'ai été très choquée. Et en fait, elle m'a dit qu'ils allaient faire une réunion, donc je la vois la semaine prochaine pour essayer de statuer, excusez-moi. Du coup, je sais Oui. en fait si ce qu'elle me dit, est-ce qu'il y a des recherches, une étude Alors, qui dit qu'il n'y a pas de problème en fait alors, il y a plusieurs choses dans tout ce que vous dites. D'accord, ok. C'est que Excusez-moi, c'est la première fois que je fais les ça. sécos qui sont les centres donc d'implantation, sont très mal à l'aise avec la nouvelle loi où il y a un certain nombre de femmes qui viennent, qui ont ce projet d'enfant, des projets d'enfants seuls. Et donc, eux, ils doivent dire oui ou non. C'est très compliqué pour eux. Et souvent, il n'y a pas de psychiatre. Et donc, du coup, nous, on est en train de militer pour qu'on puisse s'associer avec les sécos pour que justement ce travail d'évaluation du projet d'enfant, ça soit des psychiatres qui le fassent et non pas le sécos, qui sont des biologistes, des pharmaciens et tout ça. Concernant le lithium, évidemment qu'on n'a pas de recul sur les préservations d'ovocytes, mais par contre, on a le recul sur les grossesses sous lithium. Et en fait, on sait qu'il y a un petit risque surajouté de malformation cardiaque, et c'est pour ça qu'on préfère arrêter le lithium si c'est possible. Pourquoi? Parce qu'il y a les risques de maladie d'Epstein au 56e jour, au moment de la formation du cœur. Mais quelquefois, on ne peut pas arrêter le lithium, et on garde le lithium pendant la grossesse avec une surveillance accrue. Et c'est pas pour ça que le bébé a forcément la malformation. Donc il y a des cohortes maintenant de bébés lithium qui sont connus depuis 1976, qui montrent un léger risque surajouté de malformation cardiaque, mais qui ne contre-indiquent pas le lithium en cas de besoin chez une femme enceinte. On travaille avec la maternité de Port-Royal, beaucoup, qui disent que quand il y a un trouble bipolaire qui est stabilisé uniquement par lithium, eh ben, on pèse le risque-bénéfice et ils préfèrent garder le lithium. Donc vous voyez, c'est vraiment projet individuel. Donc ça, c'est un mauvais argument, mais peut-être qu'elle s'est servie de cet argument-là pour vous dire, ben, on va discuter du cas parce qu'on ne vous sent pas très bien. Voilà. Et qu'elle n'a pas osé parce qu'elle n'est pas formée pour ça. Donc, en fait, il faut peut-être lui proposer, vous allez la voir, vous la rappelez, vous mettez un petit texto ou un petit mail, vous dites, bah, écoutez, voilà, je sais que c'est compliqué, ce projet de grossesse. Bon, je sais pas, je ne veux pas vous poser un entretien là tout de suite, mais mais non, mais pour savoir un peu plus. Mais en tout cas, peut-être que vous pouvez lui dire, mais vous savez, il y a des consultations antéconceptionnelles qui commencent à travailler avec les sécos. Je vous propose de prendre avis auprès d'une consultation antéconceptionnelle.
Et là, je ne sais pas où vous habitez, mais peut-être qu'on peut vous proposer de vous voir. Vous allez à quelle sécose, vous? En fait, moi, je peux donner le nom Oui, de... bien sûr. C'est l'Institut Montsouris. Ah, mais Monsieur Dugravier les connaît très très bien. Ah, d'accord. Ah, mais parce qu'il C'est est quand dans même notre la territoire. station. Nous, on travaille beaucoup avec les maternités du territoire, dont Montsouris. Ah, bah Donc, voilà. du coup, vous allez leur dire Oui. que vous nous avez rencontrés, pas au cours d'une association, hein, que vous avez pris vos renseignements et qu'on est prêt à vous rencontrer avant de mettre un veto. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est hyper important. Donc vous leur dites, voilà, vous pouvez les contacter. Ils connaissent très bien le docteur Dugravier, qui est quand même une sommité dans tout le territoire et qui est un gage de sécurité. D'accord? Voilà. Donc, votre projet n'est pas à mettre à la poubelle. On voit. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Mm. Question du webinaire. Nous avons Pascaline qui dit: est-ce que la pérédance pourrait aussi être un ajout intéressant à l'équipe pour donner des modèles différents de parentalité aux patientes, aux psychos? Vous parliez tout à l'heure de médiateur santé-père. Oui, c'est la même chose. En fait, la médiateur de santé père, vous savez, ils ont une licence à passer. Donc, c'est un peu. Mais les pères aidants, nous, on prend tout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le savoir expérientiel de quelqu'un. Voilà. Et donc, je trouve que c'est remarquable parce qu'il n'y a pas les mêmes mots, et il n'y a pas le même impact avec les patientes, et il n'y a pas le même ressenti, en fait, c'est tout. Donc, il y a ce savoir-là que nous n'avons pas. Et donc, évidemment, que les pères aidants, il n'y a aucun souci, ils ont toute leur place. Après, il faut le trouver, c'est pour ça. Bonjour, bonjour. Alors, en fait, je voulais vous demander si votre consultation, est-ce que les femmes, les femmes comme moi, par exemple, qui en fait ont une grand-mère qui était bipolaire et toute la période en fait jusqu'à mes 32 ans, tout se passait bien. Et puis en fait, j'ai été enceinte, tout se passait bien. Et j'ai eu mon postpartum s'est mal passé. Et je me demandais si justement, après j'ai été diagnostiquée bipolaire. Et je me demandais justement si vous accueillez peut-être, ouais, est-ce que vous pouvez accueillir les femmes comme moi qui se disent, bah peut-être que ça va m'arriver, ou peut-être que j'ai des risques. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est que moi, je pense que si j'avais été suivie comme vous le faites, bah, ça se serait peut-être mieux passé. Enfin, mon postpartum, parce que mes grossesses se sont bien passées, mais mon postpartum s'est mal passé. Et j'ai des antécédents, enfin, j'ai l'hérédité. J'étais entre guillemets protégée parce que je me disais, bah voilà, ça m'arrive pas pour l'instant. Et voilà, ça m'est arrivé et ça m'est tombé comme un coup près, en fait, un peu. Voilà. Donc c'est super ce que vous faites, mais voilà, est-ce que même si on n'a pas les troubles pour le moment, voilà, est-ce que vous... Alors, Voilà. la psycho a été construite au départ avec des personnes qui connaissaient leurs troubles et avec un psychiatre qui les adressait. Aujourd'hui, on est en train d'essayer de faire évoluer le modèle. Et il y a quand même une demande assez forte des maternités, donc qui n'ont pas toujours un psychiatre, que la sage-femme, l'obstétricien puissent être les adresseurs et qu'on puisse contribuer au parcours. Et ce que vous évoquez là, je ne sais pas si c'est la psycho, je ne sais pas si on a été assez clair, mais nous avons dans notre entité, dans notre pôle, un service de psychiatrie d'adultes pour le 14e arrondissement, un service de psychiatrie périnatale pour le sud de Paris, et puis un service de psychiatrie. Et on reçoit en ce moment des gens qui viennent en disant, bah, je vais bien, mais j'ai entendu parler de la dépression du postpartum, ma mère a fait une dépression du postpartum, et j'ai envie d'être accompagné parce que j'ai envie de mettre toutes les chances de mon côté. Et on essaie à ce moment-là de leur proposer un modèle qui s'approche de ce qu'on vient de développer, sachant qu'ils n'ont pas de diagnostic spécifique. Donc ça commence à émerger, cette préoccupation préventive qui provient des usagers et qui s'inquiètent, parce que quand même, la chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup parlé des préjugés, de la stigmatisation et autres, mais là, depuis 5 ans, si vous regardez, c'est beaucoup plus commun hein, dans la population générale d'entendre parler
de fragilité, de fragilisation par la grossesse. Je ne sais pas si on a assez insisté sur ça, mais concevoir un bébé, c'est une période de fragilisation pour tout le monde. Ça bouleverse tous nos repères. Ce n'est pas qu'une histoire de santé mentale et de troubles psychiatriques. Euh, Devenir parent, découvrir qu'on doit prendre la responsabilité d'un bébé, que ce bébé, sa vie dépend de nous, qu'on ne peut pas se permettre de dire bah, « j'ai pas envie, je ne suis plus disponible, je vais partir ». C'est évident. Mais c'est évident, mais on n'y pense pas quand on conçoit un bébé. C'est le moment où ce bébé arrive qu'on prend conscience de l'immense responsabilité que cela implique. Et quand cette responsabilité vient questionner nos propres fragilités, ça peut faire un cocktail assez explosif. Donc moi, je rencontre des gens qui viennent comme ça, qui viennent en disant, il y a juste des facteurs de risque. Ça me rassurait de savoir que vous pouvez m'accompagner. C'est ce qu'on fait. Oui, très bien. Très bien, il faut écouter. Nous avons deux questions de Claudie sur le webinaire qui demande si vos patients peuvent bénéficier de l'aide de prestation de compensation du handicap, la PCH, pour ceux qui ont déjà la MDPH. Voilà. Et je pose tout de suite la deuxième question. Alors, ouais, je peux vous répondre tout de suite, c'est qu'il faut un taux particulier de handicap pour avoir la PCH. Je crois que c'est au-delà de 80%. Et quand on a un trouble bipolaire, on est entre 50 et 79%. Voilà. Et donc, on ne peut pas mettre la PCH pour un bébé. Et ensuite, mais par contre, il y a d'autres systèmes, c'est-à-dire qu'en fait, il y a justement la PMI avec la mise en place de TISF, les travailleuses familiales, qui peuvent aider donc dans les premiers mois en postpartum, qui peuvent aider la mère. Voilà. Mais on ne peut pas mettre de PCH pour ça. Très bien. Alors, juste une dernière question qui est assez différente. Que conseillez-vous aux femmes qui veulent un enfant pour un suivi dans des villes où il n'y a pas de psycho? Ben, ouais. Alors, c'est pour ça que nous avons rencontré des femmes qui étaient dans des déserts médicaux. Donc, c'est nos limites pour avoir tout ce qu'on peut. Mais c'est pour ça aussi qu'on s'est lancé dans la consultation en distanciel. Et après, on bricole en fonction de ce qu'il y a. C'est-à-dire que moi, ça ne me choque pas de voir un petit peu ce qu'on peut travailler avec le médecin généraliste référent, avec la sage-femme. En tout cas, on est en train d'essayer de voir un petit peu comment on peut s'appuyer sur les ressources locales. Voilà. S'il y a des villes où il n'y a pas de psycho, il y a toujours de la psychiatrie quelque part. Hein, c'est la loi de sectorisation. Donc, on essaye de s'appuyer dessus. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'on propose des consultations en distanciel. C'est vrai que ce n'est pas notre cœur de métier, parce qu'on aime bien voir les gens. Mais on peut le proposer pour aider un petit peu ces femmes. Conseiller une maternité qu'il faut, ça, on peut le faire en distanciel. Voir un avis pour le traitement, on peut le voir en distanciel. Voir quelles sont les ressources les ressources du territoire, on peut le voir en distanciel. Après, c'est le parcours psycho qu'on vous a présenté, qu'on ne peut pas mettre en place quand la femme, elle est à 300 km, c'est vrai. Non, et puis quand même, notre modèle, on en est très fiers. Il est quasi unique dans le modèle bifocal comme ça, psychiatrie, pédopsychiatrie. Mais encore une fois, dans les 5-10 dernières années, se sont développés beaucoup de modèles similaires, certains inspirés d'une autre, d'autres bien différents. Mais dans toutes les grandes villes, il y a ce type de consultation. À Bordeaux, à Strasbourg, à Lyon, à Marseille, à Toulouse, à Lille. Donc, et à Reims. Donc, il y a cet effet-là de concentration. Donc, c'est en train de se structurer. Je pense qu'on va vers un avenir, peut-être pas radieux, pas exagéré, mais un avenir où l'accompagnement sera de meilleure qualité. Bien. Merci beaucoup pour vos réponses.